Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. L'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation qui est peut-être mondiale, pour la santé on n'est pas sûr, et qui nous en a fait voir des vertes et des pas mûres pendant toute cette histoire du Covid, a annoncé cette semaine qu'il y avait une alerte à l'Ebola en République démocratique du Congo. Alors l'Afrique, qui a déjà beaucoup de problèmes en ce moment, enfin depuis toujours, retombe dans ce risque d'épidémie. Alors nous allons voir très rapidement, est-ce que cet Ebola, c'est dangereux? Je vous dis tout de suite, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a un risque de pandémie au-delà de l'Afrique? La réponse est non. Alors pour cela, je vais vous lire un chapitre, ou plutôt une partie d'un chapitre, du livre que j'ai coécrit avec Chris Millennium, qui est un biologiste spécialiste des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, et ce qui nous concerne aujourd'hui est le risque biologique. Et il était au GIGN et donc s'occupait de la cellule qui devait prévenir ou faire des interventions et donc se préparer et préparer les forces armées, les forces de police à ce genre d'éventualité. Donc c'est un grand expert. Et nous avions écrit en fait un paragraphe pour illustrer les pandémies du passé. On en a parlé de la grippe espagnole, on a parlé de la peste noire, qui n'est pas une fille mal élevée de Côte d'Ivoire, mais qui est cette grande épidémie de peste qui a touché l'Europe notamment, mais on pense aussi la Chine, l'Inde au XIVe siècle. Et puis, nous avons mentionné, nous avons expliqué ce qu'était l'épidémie. Ce livre est sorti en 2016, d'Ebola en 2014-2015. Donc je vais vous lire le paragraphe, le long paragraphe lié à l'Ebola. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran, mais je vais vous le lire. Vous allez voir, c'est intéressant et cela va nous permettre de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest 2013-2015. L'épidémie provoquée par le virus Ebola en Afrique de l'Ouest débute en Guinée en décembre 2013, puis s'étend à la Sierra Leone et au Libéria. En 2014, le Mali, le Nigeria, le Sénégal sont touchés, mais dans une moindre mesure. Pour la première fois depuis que le virus Ebola est connu, une contamination a lieu hors d'Afrique, avec des cas en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ebola est un virus qui provoque l'une des maladies les plus effrayantes qui existent. Il se transmet d'une personne à l'autre par contact direct avec le sang, la sueur, les selles, les vomissements, la salive, l'urine ou le mucus. Une personne atteinte du virus Ebola produit une quantité très importante de ces fluides et peut les propager d'une manière incontrôlable via ses hémorragies, ses vomissements, ses diarrhées remplies de sang. Quiconque touche ces fluides à main nue ou en reçoit sur la peau court le risque d'être infecté. Voici comment le journaliste Richard Preston, qui a étudié le virus, décrit son effet. Quand un virus de ce type se multiplie chez la victime, il peut saturer le corps de particules virales du cerveau à la peau. À ce stade, les scientifiques parlent d'une amplification extrême. Une seule goutte de sang peut alors contenir des millions de particules virales. Les 7 protéines composant le virus Ebola parviennent à travailler ensemble comme une machine. L'infection progressant, de petits caillots de sang se forment dans les veines tandis que le sang s'épaissit et le débit ralentit. Les caillots commencent à coller aux parois des vaisseaux sanguins. On appelle cela le pavage, car les caillots s'imbriquent les uns dans les autres comme une mosaïque couvrant les parois des vaisseaux sanguins. Les caillots deviennent alors de plus en plus nombreux, circulant dans le sang et les capillaires où ils restent coincés. Ils finissent par bloquer l'arrivée du sang dans divers organes, entraînant la nécrose de certaines parties du cerveau, du foie, des reins, des poumons, des intestins, des testicules, de la poitrine et de la peau. Les taches rouges qui marbrent la peau sont des pétéchies, c'est-à-dire des hémorragies sous-cutanées. Ebola attaque les tissus conjonctifs avec une férocité particulière. Il se multiplie dans le collagène qui constitue la structure de la peau et maintient les organes en une seule pièce. Tandis qu'à l'intérieur du corps, le collagène est transformé en bouillie. Les sous-couches de la peau meurent et se liquéfient, formant sur la peau une multitude de bulles blanches et rouges dites maculopapulaires. L'aspect qui en résulte a été comparé à celui d'un gâteau de tapioca.
Des déchirures se forment spontanément sur la peau et du sang hémorragique s'écoule des blessures. La bouche saigne, le sang coule autour des dents, l'hémorragie s'écoule par les glandes salivaires, la surface de la langue tourne au rouge vif, puis pèle et peut s'arracher au cours de vomissements. Même le cœur saigne, le cerveau saigne. L'Ebola attaque la sclérotique, le globe oculaire se remplit de sang, ce qui entraîne la cécité. Le sang coule des yeux sur les joues et refuse de coaguler. Il peut se produire une hémiplégie, tout un côté du corps se paralysant. Ebola tue beaucoup de tissus, tandis que son hôte est toujours en vie. Il déclenche une nécrose rampante qui s'étend à tous les organes internes. Le foie gonfle, tourne au jaune, se liquéfie avant de se rompre. Les reins engorgés de caillots de sang et de cellules mortes cessent de fonctionner et l'urée intoxique le sang. La rate n'est plus qu'un unique caillot de sang de la taille d'une balle de tennis. Les testicules des hommes gonflent et tournent au bleu. J'allais dire forcément, c'est des testicules des hommes. Gonflent et tournent au bleu. Leur semence est infectée et les mamelons peuvent saigner. Chez les femmes, les lèvres deviennent bleues et gonflent. Et les femmes souffrent d'hémorragie vaginale massive. Les fœtus des femmes enceintes sont infectés et sont expulsés spontanément. Les tremblements et convulsions des malades projettent du sang partout. La victime mourante subit une série de crises au cours desquelles elle fournit au virus de multiples possibilités de contaminer un nouveau hôte par projection de sang. La personne atteinte se retrouve littéralement remplie par une forme de vie qui tente de la transformer en elle-même, qui la liquéfie et la transforme en une sorte de monstruosité biologique. Après la mort, le cadavre se détériore très vite. Les organes internes déjà partiellement ou totalement morts depuis plusieurs jours commencent à se décomposer et il se produit une sorte de désagrégation. La peau des organes déjà parsemée de zones mortes, surchauffées par la fièvre et endommagées par le choc, commence à se liquéfier et les humeurs qui s'écoulent du cadavre sont saturées du virus Ebola. Voilà pour le témoignage d'un journaliste qui avait enquêté sur Ebola dans les années 70. Alors ça, je le dis, ça fait peur. Et donc, ce texte que j'ai repris, c'est pour vous montrer, évidemment, l'horreur. C'est un peu pour, évidemment, ne pas sous-estimer l'horreur de ce virus qui se développe dans le corps. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas très facile de l'attraper si on prend les bonnes mesures de protection, si on ne met pas en place des rites funéraires qui sont parfois courants en Afrique, où on pleure et on touche le cadavre d'une personne décédée qui serait infectée. Donc ça, on apprend. Et vous allez voir qu'en Afrique, les services médicaux, les services sanitaires sont très à la pointe. Et d'ailleurs, dans la crise de 2013 à 2015, ont été excellents. Alors, je continue de relire notre livre. On connaît 5 types de virus Ebola, en plus du virus Marburg, leur proche cousin. Ces différents types de virus vivent dans leur hôte naturel, qui sont probablement des espèces encore non identifiées de chauves-souris, de rats, de reptiles ou de singes des forêts et des savanes de l'Afrique équatoriale. À l'aide d'un microscope électronique, les particules d'Ebola apparaissent longues et ressemblent à un fil ou un spaghetti cuit. C'est l'une des particularités de cette famille de virus. La première infection répertoriée a eu lieu en juillet 1976 à Maridi, au Sud-Soudan. Mais à l'époque, personne n'en entendit parler car la maladie régressa très rapidement. En effet, le personnel médical de l'hôpital de Brousse qui avait accueilli les malades fut pris d'une telle panique face à l'état physique des victimes qu'il prit la fuite, ce qui rompit la chaîne de contagion. Néanmoins, 151 personnes trouvèrent la mort. Il s'agissait de la souche d'Ebola dite Soudan, qui provoque le décès de 50% des personnes contaminées. Un vrai tueur. Donc 151 morts la première fois. Alors à l'échelle d'un continent comme l'Afrique, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est quand même 151 personnes, c'est quand même dramatique. C'est probablement plus de morts que le Covid. En septembre 1976, la souche Ebola dite Zaïre se révéla officiellement au monde dans l'hôpital de la mission de Yambuku, près de la rivière Ebola dans le nord du Zaïre. Cet hôpital était dirigé par des religieuses belges et, malheureusement, les médecins rinçaient des aiguilles trop maculées de sang dans de l'eau chaude, ce qui est largement insuffisant pour tuer un tel virus. Celui-ci entra en action simultanément dans 55 villages de la région et tua d'abord les gens qui avaient reçu une injection, puis leurs familles, en particulier les femmes qui, en Afrique, accomplissent la toilette des morts avant l'enterrement. 280 personnes moururent. Pour cette souche d'Ebola, le taux de mortalité chez les humains infectés est de 90%, un véritable exterminateur. Alors comme on le verra, je commente, comme on le verra, il se peut que cette maladie soit particulièrement
adapté au physique et à la morphologie interne des organes et au fonctionnement des organes des Africains. Il faut savoir qu'il y a des maladies qui touchent certaines ethnies plus que d'autres. C'est pas raciste, c'est comme ça. C'est juste que nous avons développé, et probablement qu'en Afrique, la robustesse des physiques est telle que certaines maladies les touchent moins. Par exemple, un blanc en Afrique va subir la malaria, s'il ne fait pas attention, beaucoup plus sévèrement qu'un Africain. Là, il semble que le Ebola aime bien particulièrement, mais bon, on ne va pas essayer hein, de se faire contaminer malgré tout. Mais enfin, c'est une réalité. Euh, D'autres épidémies d'Ebola eurent lieu au fil des ans, notamment en 1979 au Soudan, 22 morts, en 1994 au Gabon, 31 morts, en 1995 au Zaïre, 254 morts, en 1996-97 au Gabon, à nouveau 66 morts, en 2000-2001 en Ouganda, 224 morts, en 2001-2002 au Gabon, 96 morts, en 2002-2003 en RDC, 157 morts, en 2004 au Soudan, 7 morts, en 2007 en RDC, 187 morts, en 2008-2009 en Ouganda et en RDC, 53 morts, en 2012 en Ouganda et en RDC, 55 morts, et enfin en 2013-2015 en Afrique de l'Ouest avec près de 12 000 morts. Alors quiconque s'intéresse à ces statistiques ne pourra que me remarquer l'augmentation en fréquence et en victimes de l'épidémie. Ebola serait-il sur le point de sortir définitivement de ces forêts et, grâce au transport moderne si rapide, pourrait-il se propager dans le monde entier? C'est une question. C'est ce qui a failli se passer lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Celle-ci, causée par la souche Zaïre du virus, a été beaucoup plus meurtrière que les précédentes. Selon l'OMS, le patient zéro serait, alors il est tristement célèbre maintenant, Émile Ouamono, un enfant décédé en décembre 2013 dans la petite ville de Gouékédou, dans le sud-est de la Guinée. Cet enfant aurait été contaminé après avoir consommé de la viande de brousse infectée, peut-être importée d'Afrique équatoriale. Alors, je fais une petite commentaire. Donc, 10 ans plus tard, c'est quand même étonnant qu'une souche Ebola Zaïre, qui est au Zaïre, sorte en Guinée. Comme ça. Alors, j'ai peur des chauves-souris, comme dirait l'autre, mais enfin, ça fait loin du Zaïre à la Guinée. On en reparlera à la fin de ce chapitre. Ensuite, l'enfant aurait contaminé sa sœur, sa mère, sa grand-mère et une amie venant de la Sierra Leone. Toutes vont décéder quelques semaines plus tard, en janvier 2014. Vers la fin de 2014, 3 habitants de Gouékédou succombèrent, puis 15 en janvier, puis en février, 9 nouvelles victimes sont à signaler, ainsi que 2 dans une ville proche. Fin février, c'est 29 décès supplémentaires dans la région et 5 dans la région voisine. Tous ces cas furent identifiés comme des cas de fièvre hémorragique, mais le lien avec Ebola ne fut fait formellement qu'à la fin du mois de mars 2014. La progression de l'épidémie se poursuivit, se propageant au Libéria, touchant Conakry, la capitale de la Guinée, peuplée de 2 millions d'habitants. En avril, Monrovia, la capitale du Libéria, déclara ses premiers cas. En juillet, Freetown, la capitale de la Sierra Leone, eut également ses premiers cas de décès dus à Ebola. Partout, le nombre de personnes atteintes et le nombre de morts progressaient de manière exponentielle. Puis, arrivèrent les premiers cas au Sénégal et au Nigeria, pays de plus de 170 millions d'habitants. Ça, c'était il y a 10 ans, aujourd'hui, il doit être à 400. Je sais pas, bref. Au fur et à mesure de cette progression et des nouvelles alarmantes délivrées par les médias, Médecins sans frontières et l'OMS, venus porter main forte au personnel de santé local, plusieurs pays commencèrent à prendre des mesures pour contenir la maladie. La liste de ces mesures est très bien documentée. Le 24 mars 2014, l'ambassade de France au Libéria conseille aux Français de ne pas se rendre dans les zones touchées en Guinée et au nord du Libéria, proche de la frontière entre les deux pays. Le 26 mars, la Mauritanie, excellent ce qu'elle a fait, ferme tous les ponts et passages sur le fleuve Sénégal qui sépare le pays du Sénégal. Ce dernier ferme ses frontières le 28 mars avec la Guinée. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Au début du mois d'avril, le Maroc renforça la surveillance médicale sur toutes les arrivées en provenance d'Afrique de l'Ouest. Le 2 août, un missionnaire américain atteint par le virus est emmené du Libéria vers Atlanta aux États-Unis, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire, pour y être soigné. Le 12 août, c'est au tour d'un prêtre espagnol d'être évacué sur Madrid. D'autres évacuations de ce type eurent lieu pendant la crise vers l'Allemagne, la Norvège, la France, l'Italie, la Suisse. En août, le Qatar décide de refuser l'importation d'animaux, de nourriture et de viande venant d'Afrique de l'Ouest, alors que le Sri Lanka refuse les voyageurs de cette région. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Kenya prennent également des mesures de surveillance accrues. Le 21 août, c'est au tour de l'Afrique du Sud de refuser l'accès à son territoire
à tout voyageur en provenance des pays touchés. Et le Tchad annonce la fermeture de ses frontières avec le Nigeria afin d'éviter toute propagation. Toujours en août, la Sierra Leone et le Liberia déploient leur armée pour contenir la propagation de l'épidémie et essayer d'enrayer les mouvements de panique. La Russie et la Chine envoient des contingents substantiels de médecins et de matériel pour aider les pays de la région. Le 18 août, le Cameroun ferme ses 1600 km de frontière avec le Nigeria. Le 6 septembre, le gouvernement de la Sierra Leone annonce le confinement à domicile de sa population du 19 au 21 septembre pour lutter contre l'épidémie qui ne cesse de progresser. Médecins sans frontières dénonce une aide internationale lente, dérisoire et irresponsable. Au début du mois de septembre, c'est au tour de Cuba d'envoyer une très importante délégation d'experts de santé. Le 26 septembre, l'ONU annonce l'envoi de matériel en Afrique de l'Ouest, 5 hélicoptères, 460 véhicules tout-terrain. Rigolez pas, c'est vos impôts, hein, afin d'atteindre les communautés les plus isolées. Le 14 octobre, les principaux dirigeants occidentaux qualifient le virus Ebola de plus grave urgence sanitaire de ces dernières années. Ça ressemble à une répétition hein, en 2015 de ce qui est arrivé en 2020. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Le 15 octobre, le responsable de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, l'UNMR, se montre pessimiste. Je cite, l'épidémie va plus vite que nous et elle est en train de gagner la course. Si nous ne stoppons pas Ebola, nous aurons à affronter une situation sans précédent et pour laquelle nous n'avons pas prévu de plan. Ce même jour, le président des États-Unis, Barack Obama, s'alarme de la propagation du virus Ebola et annule la majeure partie de ses déplacements pour se consacrer à la prévention contre le virus. Le 16 octobre, l'OMS annonce que 15 pays africains proches de la zone la plus touchée par le virus vont bénéficier d'une aide accrue pour prévenir la propagation de l'épidémie. Le 17 octobre, la communauté d'Afrique de l'Est annonce l'envoi dans la région de plus de 600 professionnels de santé, dont 41 médecins. Le 17 novembre, le Mali place 577 personnes sous surveillance sanitaire pour enrayer la propagation de l'épidémie. Début décembre 2014, les hôpitaux universitaires de la ville de Genève annoncent que les 34 premiers volontaires participant à un essai clinique du vaccin expérimental canadien contre le virus Ebola ont bien toléré l'injection. Le 29 janvier 2015, l'ONU annonce que l'épidémie ralentit mais n'est pas encore endiguée. Et les 27 et 29 mars 2015, l'ensemble de la population sierra-léonaise est confinée à domicile afin de lutter contre l'épidémie. De mars à mai 2015, le nombre de nouveaux cas diminue pour quasiment cesser dès juin 2015 malgré quelques cas sporadiques. Deux pays ont su gérer le risque de la contamination de façon particulièrement efficace, le Sénégal et le Nigeria. Donc, bravo à ces deux pays. Alors, en mars 2014, le Sénégal a fermé ses frontières avec la Guinée. Malgré cette mesure, un cas d'Ebola fut déclaré dans un hôpital de Dakar. Le malade fut isolé et soigné. Il ne mourut pas, il fut toutefois mis en quarantaine pendant plus de 21 jours, alors que le personnel qui le soignait, ainsi que 64 personnes qui auraient pu contracter la maladie de ce premier malade, furent surveillés de près. Ces mesures strictes fonctionnèrent et les autorités sénégalaises furent félicitées par l'OMS pour ce cas d'école de gestion de crise médicale. Je fais un commentaire. En cas de pandémie d'une maladie infectieuse, on isole les malades et les cas probables. On ne fait pas de confinement à toute la population. On le savait, on le sait, on l'a toujours su. Quarantaine, tout ça. Bref. Le 20 juillet 2014, un premier cas de personne atteinte par Ebola fut identifié dans la ville de Lagos, ça c'est pour le Nigeria, une métropole de 21 millions d'habitants où une épidémie aurait pu être dévastatrice. Le gouvernement fit immédiatement isoler le malade, qui s'était déclaré spontanément aux autorités, ainsi que toutes les personnes ayant été en contact avec lui, notamment les infirmières. Après 20 cas déclarés dont 8 décès, et une longue période de confinement, le Nigeria fut déclaré sûr le 20 octobre 2014. Voici la courbe de propagation des décès. Donc vous voyez, typiquement, une épidémie monte très vite et ensuite se stabilise. Et malgré le drame de chaque individu qui est mort, eh bien au bout d'un moment, ça se stabilise. Les pays européens ont initialement géré cette crise de manière plus risquée. En effet, aucune fermeture de frontières ni interdiction de vol ne furent exigées et seuls des contrôles aux aéroports sur les vols en provenance des pays à risque furent mis en place. Ces derniers auraient certes permis d'identifier une personne malade, mais pas une personne porteuse du virus et ne présentant pas encore les symptômes. En outre, ils ne pouvaient identifier une personne ayant voyagé via une escale dans un pays tiers. Un risque de propagation était bien réel, d'autant plus que les malades auraient pu être tentés de voyager, espérant trouver en Europe ou aux États-Unis des soins de meilleure qualité, ce qui aurait été inexact par ailleurs. Ces mesures
étant considérée comme insuffisante, il est heureux que l'épidémie ne soit pas développée dans les centres urbains européens. Donc on remarque qu'il n'y a pas eu un seul Européen, malgré quelques cas de gens contaminés, qui sont décédés. C'est pour ça que je disais, il y a probablement une différence de réaction voilà, des corps en fonction de l'ethnie dont on est originaire, etc. Euh, voilà. Si l'Europe et l'Asie ont adopté, selon les responsables de l'OMS, une politique risquée, les États-Unis, où 4 cas furent déclarés et un décès à déplorer, ont encore plus tardé à mettre en place de telles mesures. Bien périlleuse fut la décision de certains pays de rapatrier dans leurs hôpitaux des malades atteints par Ebola. Ce fut le cas du Royaume-Uni, de l'Espagne et de la Norvège, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. Ces malades auraient pu être soignés dans les hôpitaux africains, évitant le risque de contaminer le personnel soignant lors du voyage en avion spécialisé lors du traitement dans les hôpitaux de destination. Je précise que les hôpitaux des grandes villes africaines sont tout à fait au standard international et ils sont excellents. Croyez ou pas, mais c'est vrai, j'y ai travaillé en Afrique, je peux le confirmer. D'ailleurs, des infirmières espagnoles furent infectées en Espagne alors qu'elles apportaient des soins à l'un des malades. Avec un virus comme Ebola, transporter à travers le monde des malades hautement infectieux semble être un risque inconsidéré. Ces décisions ont-elles été prises pour tester en conditions réelles les équipes et les procédures mises en place par les gouvernements pour contrer ce type de menace, et cela au mépris du danger pour les populations? Je pose la question. Alors ça c'est en 2016, hein, on a vu en 2020. Des erreurs graves de protocole furent identifiées dans les hôpitaux américains et européens lors de la prise en charge des malades. Celle-ci n'aurait jamais eu lieu avec le personnel opérant en Afrique, habitué à travailler avec des procédures précises et sûres au vu de la dangerosité d'Ebola. En Suisse, un médecin cubain qui avait contracté Ebola en Sierra Leone début novembre 2014 fut transporté aux hôpitaux universitaires de Genève pour y être soigné dans un bloc de soins de niveau 4. Selon Bertrand Levrat, directeur des HUG à l'époque, 200 personnes, professeurs, médecins, infirmières, aides-soignants se sont reliés jour et nuit pendant 16 jours auprès du malade. Chaque personne qui entrait et ressortait de la chambre à pression négative était dotée d'un plan de soins. Elle savait exactement ce qu'elle avait à faire. Elle y restait 2 heures et demie, tout au plus, le temps de concentration maximum. Le témoignage de l'un de ses soignants, le professeur Jérôme Pugin, chef du service des soins intensifs des HUG, révèle l'anxiété et le stress inhérents à travailler sur une telle maladie. Je cite: « Nos gestes étaient plus lents qu'à l'accoutumée en raison de nos habits. Il fait d'ailleurs très chaud sous la combinaison. On perd beaucoup d'eau et nos lunettes de ski sont vite embuées. On a décelé des améliorations possibles. Soigner un malade d'Ebola est une situation très anxiogène. Mais je n'ai jamais eu peur. Nos préparatifs avaient porté leurs fruits. Le plus complexe, c'est le déshabillage. Il dure 30 minutes et nécessite beaucoup de précision vu que nous avons été en contact avec le patient. Le patient soigné à Genève survécut et aucun autre cas ne sera signalé. » Un vaccin nommé VSV-SBOV fut testé à partir de septembre 2014 et des études cliniques sont en cours depuis. Il est difficile de présager de l'efficacité d'un vaccin et encore plus de savoir si celui-ci fonctionnera face à de nouvelles souches de virus. Quels sont les effets sociaux et économiques de cette épidémie? Alors, bien qu'aucune restriction majeure sur les voyages depuis l'Europe ou les États-Unis n'ait été émise, le tourisme dans les pays affectés et dans les pays voisins non affectés, dont le Sénégal et même le Kenya et l'Afrique du Sud, a fortement baissé. Oui, parce que le tourisme en Sierra Leone, je vous le déconseille. En tout cas, en 2016, 2015, fallait pas. De plus, les voyages d'affaires entre les pays africains furent fortement réduits à cause des mesures de confinement et de l'interdiction-restriction de certains vols. Le commerce, notamment les exportations de produits agricoles, a également décliné pour deux raisons principales. La réticence des fermiers à se rendre sur les marchés et l'absentéisme très élevé des ouvriers agricoles, moins 40% pour le Libéria et la Sierra Leone, 25% pour la Guinée. Les secteurs économiques très fortement liés à l'export, comme à l'extraction des diamants en Sierra Leone, ont été impactés, les mines se trouvant dans les régions les plus fortement touchées. Le coût global pour l'Afrique est estimé pour le continent entier à 1 point de PIB pour l'année 2014. Alors, 1 point de PIB, vaut mieux le perdre que d'avoir une épidémie qui tue des millions de gens. Mais enfin, c'est important à noter que c'est un coût réel pour une économie. On a vu pendant le Covid, en 2020, le PIB a sacrément baissé, le PIB mondial en fait a sacrément baissé cette année-là. Je continue.
Une proportion élevée du personnel médical fut infectée en raison de la pénurie d'équipements de protection individuelle, masques et gants, et de leur mauvaise utilisation du nombre largement insuffisant de médecins et de leur surcharge de travail qui provoque une plus grande fatigue et permet donc plus facilement de commettre des erreurs. Dans certaines régions, la communication officielle a pu être mal comprise par la population ou interprétée comme prolongeant un discours post-colonial en désignant par exemple la consommation de viande de brousse comme source de contamination. De façon similaire, les autorités ou des ONG ont pu être perçues comme soutenant un discours dominant qui porte en germe la stigmatisation de certaines communautés victimes de mépris ou de préjugés culturels que les messages officiels visant à prévenir la propagation de la maladie ne font que renforcer. Ce discours invite les populations locales à s'éloigner de la forêt, qui est pourtant une ressource, notamment médicamenteuse. Les communautés locales savent aussi que les hôpitaux manquent d'infirmiers et médecins. C'est pourquoi certains ont refusé d'y envoyer des membres de leur famille. En outre, de nombreux médecins ont été stigmatisés de la population comme étant des vecteurs possibles de la maladie. Il faut croire qu'ils ont l'expérience en Afrique de ça. Recherchez un petit peu sur Google les effets des campagnes de vaccination en Afrique. Il y a eu des cas qui ne sont pas très nets. Je continue. De nombreux pays d'Afrique ont coordonné leurs efforts d'aide et renforcé l'aide d'une collaboration et d'une solidarité intra- et supra-étatique dans la région, dans les domaines de santé et de l'économie. Les structures sociales locales de certaines régions les plus touchées ont été bouleversées avec un nombre élevé d'orphelins et de villages vidés de leurs habitants. Après cette épidémie, l'économie des pays touchés reprend doucement, notamment dans les zones rurales. Toutefois, cette baisse d'activité à cause de situations de carence en produits alimentaires ainsi qu'une augmentation du chômage dans ces pays aux économies et aux structures sociales déjà touchées par les guerres des années 90 et 2000. Culturellement, il est encore trop tôt pour savoir si le passage du virus va remettre en cause les pratiques traditionnelles de préparation et d'enterrement des morts et faire en sorte que celles-ci soient faites par des professionnels et non des membres de la famille. L'importance de l'éducation des communautés rurales quant aux bonnes procédures relatives à l'accès rapide aux soins a été mise en exergue. Alors, 10 ans plus tard, non, évidemment, les traditions n'ont pas changé. Et c'est comme ça. Enfin, il faut signaler que des rumeurs circulent tant à l'origine du virus Ebola qu'à sa récente propagation en Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est ce qu'on écrivait en 2016. On a été un peu... on a été sympa. La plus persistante d'entre elles sont qu'Ebola serait né dans des laboratoires de recherche américains lors d'expérimentations en Afrique, ou qu'il s'agit d'une souche qui a muté spontanément et qui est devenue infectante pour le genre humain et les grands primates. Il n'est malheureusement pas sûr que l'on connaisse un jour la vérité à ce sujet. En ce qui concerne la flambée d'Ebola de 2014, voici quelques éléments qui peuvent paraître troublants, libre à chacun de se forger sa propre opinion. Alors je cite. Le virus Ebola, qui a frappé l'Afrique de l'Ouest, est a priori un mutant proche de la souche Zaïre, pourtant situé à une distance de 3500 km. Les États-Unis disposent de 3 laboratoires de recherche de niveau 4, un au Libéria, un au Sierra Leone et un en Guinée. Oh, comme c'est bizarre, comme c'est un hasard. Ces centres offrent une sécurité maximale permettant de travailler sur les agents biologiques les plus dangereux au monde, comme Ebola. Le Libéria et la Guinée n'ont pas signé la Convention internationale sur les armes biologiques et sont donc peu regardants sur les recherches effectuées dans les laboratoires établis sur leur sol. Le laboratoire situé en Sierra Leone, également subventionné par les fondations Bill et Melinda Gates et la fondation Soros, a été fermé par les autorités. Il semblerait en effet que les patients qui y venaient pour un vaccin en soient ressortis avec Ebola. Plutôt que de proposer, alors j'ai des notes de bas de page pour tout ça évidemment, plutôt que de proposer des médecins et des personnels de santé, les États-Unis ont envoyé 3000 soldats. Des biologistes tels que Glenn Thomas ou Umar Khan, ayant mené des recherches sur le sujet, sont aujourd'hui décédés. Aujourd'hui en 2016. Donc une année après avoir mené une enquête, ils ne sont plus là. Il n'est pas encore possible de savoir quel sera l'impact à long terme de cette épidémie sur la culture et les économies d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la question suivante peut se poser. Cette vague d'Ebola était-elle un simple avertissement ou une répétition générale de la prochaine pandémie? On écrivait ça en 2016, les amis. Les virus attendent leur heure. Les organisations de santé fourbissent leurs armes. Qui sera le vainqueur lorsque la prochaine manche aura lieu? La manche suivante a eu lieu en 2020. Et je ne sais pas qui a été le vainqueur, mais le perdant, ça a été les populations. En tout cas, 2 choses pour vous, et ça ne va pas se propager.
On a des antibiotiques, on sait comment ça se soigne, ça se passe très très bien. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, eh bien, vous voyez que ce livre est assez touffu, il va loin. On parle pour l'aspect des pandémies, on parlait de Covid, mais évidemment de SARS-CoV-1, pas forcément du SARS-CoV-2. On parlait de peste, on parlait de grippe espagnole, on parle d'Ebola, et bien sûr, on parle aussi des risques nucléaires, chimiques et biologiques. En tout cas, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est renforcer votre système immunitaire. Et pour ça, eh bien, vous trouvez plein de ressources sur Internet, sur prendre du zinc, prendre de la vitamine C, de la vitamine D, aller dehors, avoir un physique performant. Tout ça va vous aider. Moi, je vous conseille un truc. Allez ci-dessous. J'ai des formations sur mon site pierrot.com. Et une de ces formations, certaines sont gratuites, une de ces formations a été faite il y a quelques années par une naturopathe, Alina, qui vous explique comment renforcer votre service militaire pour faire face soit à des vaccins s'ils sont obligatoires, soit à une épidémie de type Covid à l'époque, mais en fait ça fonctionne pour tous les virus. Et donc, moi je vous conseille de regarder le descriptif. Si ça vous intéresse, vous appuyez dessus. Et si ça vous intéresse, vous l'achetez, vous la suivez, et voire même vous contactez Alina pour du service personnalisé pour vous et améliorer votre santé. La santé, c'est notre capital premier. C'est la chose la plus importante que l'on a et on s'en rend compte généralement quand on l'a pas. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Je compte sur vous. En tout cas, n'ayez pas peur. Cette crise d'Ebola ne va pas se propager. C'est très compliqué. Et si vous voyez un type qui pisse le sang par les yeux, par la bouche, ben, vous le léchez pas. Voilà, c'est tout. Ah oui, relation sexuelle avec... non, vaut mieux éviter... Enfin, en général, vaut mieux éviter avec certaines personnes. Allez, en tout cas, je compte sur vous. Préparez-vous et à bientôt.